Bonjour. Bonjour et bienvenue sur cet espace, ce nouveau psychanalyse pour tous. Donc, on va mettre un petit peu plus de... Marie-Laure, bonsoir. Comment allez-vous? Sabrina, bonsoir. Alors, nous allons nous installer. Bonsoir, psychanalyse pour tous, un espace pour nous. Un espace pour nous. Et oui, Féti, bonsoir, bonjour. Donc, aujourd'hui, nous sommes arrivés sur Marilyn, bonsoir, Stéphanie, bonsoir. Donc ici, peut-être que je pourrais mettre, si je mets un peu plus de lumière, non? Ok. Un peu plus de lumière, peut-être. Myriam, Marlène, bonsoir. Martine, bonsoir. On n'est pas encore parti en vacances. Alors, maintenant, nous sommes toujours là. Donc, il faut voir aujourd'hui Aurore, bonsoir. Olivier, bonsoir. Carlos, bonsoir. Caroline. Donc, nous sommes arrivés sur cet espace de psychanalyse pour tous. Alors, attendez, je vais vous placer là. Pour Catherine, bonsoir. On va regarder si j'arrive à voir tout ça. On va voir. Damienne, Annick. Donc, je suis en vacances, mais je vous écoute avec joie. Très bien, Myriam. Annelise, bonjour. Donc, aujourd'hui, dans Psychanalyse pour tous, nous allons parler de ce qu'on appelle les fantasmes. Alors, nous n'allons pas parler de tout ce qui concerne les fantasmes ou comment la psychanalyse fait la lecture des fantasmes, sinon que nous allons voir bonsoir du Brésil, Aline. Bienvenue dans cet espace. Donc, Céline, bonsoir. Donc, nous allons montrer, on va dire, un élément. Donc, nous, aujourd'hui, d'ailleurs, c'est notre dernier rendez-vous avant les vacances de psychanalyse pour tous. Néléa, bonsoir. L'école de psychanalyse, de poésie et psychanalyse Grupo Cero, Arnaud, Alexandra, et fantasme avec un F, Alexandra. Donc, notre espace de psychanalyse pour tous, Dalal, bonsoir, et prend des vacances. Va prendre des vacances, donc, jusque le mois de septembre, comme nous allons suivre le rythme de l'école de poésie et psychanalyse. Rafdri, bonsoir. Donc, nous allons prendre des vacances, mais nous n'allons pas arrêter notre activité, puisque les vacances, en fait, principalement, c'est fait pour changer d'activité, transformer, passer d'une activité à une autre. Donc, nous allons faire d'autres choses, nous allons bien évidemment continuer à étudier, bien entendu, parce qu'il s'agit d'une gymnastique. Et si on veut que la machine fonctionne, ben, il ne faut pas la laisser refroidir. Donc, il faut continuer à étudier. C'est pour ça qu'à partir de Simona, bonsoir, à partir de la semaine prochaine, il y a à l'heure de psychanalyse pour tous un cours qui va être du 18 et du 25 juillet de 1h30 chacun sur la vie à deux. Donc, c'est un cours payant. Amina, bonsoir. Pour voir un petit peu, Gina, bonsoir, pour voir un peu les apports que la psychanalyse peut faire à nos relations amoureuses. Puisque nous avons besoin, bien évidemment, d'actualiser toutes les informations. Nadia, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, chère Clémence, Amina. Donc, nous allons donc, pour terminer notre dernier épisode avant les vacances, nous allons... j'ai acheté votre livre, très bien, Alexandra. Donc, nous allons parler aujourd'hui des fantasmes. Alors, d'où ils viennent et à quoi ils servent. Bonsoir Serge. Alors, d'où ils viennent et à quoi ils servent. Alors, à quoi ils servent, on avait déjà fait référence un petit peu à son utilité
comment avoir un rib, s'il vous plaît, Myriam, je ne comprends pas. Issam, bonsoir. Donc, à quoi ils servent? Alors, nous avions déjà vu, donc, comme je soulignais, qu'ils servent, en général, ils servent à nous éloigner de la réalité. C'est-à-dire que quand dans la réalité nous n'obtenons pas les satisfactions que nous voudrions trouver dans la réalité, au lieu de faire le travail de modifier la situation pour pouvoir y trouver une satisfaction, ce que je fais à la place, c'est je fantasme. Hakim, bonsoir. Ali, bonsoir. Je fantasme. C'est-à-dire que je m'éloigne de la réalité, je me fais mon propre film. D'accord, c'est-à-dire que et qu'on a tendance bien évidemment à tomber dans l'utilisation des fantasmes. Donc ce sont des films que nous nous faisons de façon répétitive. Ok Myriam, de façon répétitive où en fait nous allons essayer de trouver des réalisations de désirs. Alors c'est vrai que d'une façon virtuelle, il y a certains désirs qui sont réalisés au niveau psychique, non, au niveau puisque nous faisons ce film, en général, nous avons tendance à répéter toujours le même genre de film et que nous répétons. Et comme, est-ce que tout le monde fantasme, Céline, nous allons voir ça. Donc, et comme le dit Menassa, qui nous donne un exemple tout à fait didactique pour expliquer à quoi servent les fantasmes, où il dit qu'une personne heureuse n'a pas besoin de fantasmer. Donc, d'accord, c'est donc un exemple didactique pour expliquer un petit peu cette tendance, non, parce qu'il y a des gens qui abusent des fantasmes, Donc, nous allons revenir à Freud, puisque c'est lui, en fait, qui va nous apprendre à mieux connaître d'où ils viennent ces fantasmes, et bonsoir Ahmed, d'où ils viennent les fantasmes. Parce que c'est en écoutant les fantasmes des patients qu'il s'est donc intéressé et il a associé ce phénomène à la production poétique. Alors on va voir pourquoi. Et il a associé donc ce phénomène des fantasmes à la production poétique d'un côté et d'un autre côté avec le jeu des enfants. D'accord? Donc il y a le jeu des enfants, les fantasmes et la production poétique. Alors on va dire la production poétique ou la production artistique. Où Freud il a un texte où il va dire que tous les poètes, Freud va dire que les poètes disent, donc bonsoir Ahmed, donc où il va dire que les poètes disent que dans chaque homme et dans chaque femme, il y a un poète. Et que la poésie mourra avec le dernier homme, avec la dernière femme. D'accord? Gina, Dominique, bonsoir. Caroline, il y en a un des deux qui est conscient et l'autre inconscient, il me semble. Donc, il y a deux types de fantasmes, exactement. Donc, il y a les fantasmes que l'on connaît, puisque ils apparaissent dans la conscience. Donc, ils sont toujours le résultat d'une production, non, comme les rêves, un petit peu. Et il y a les fantasmes qui sont des fantasmes inconscients. Mais bon, c'est pas ça exactement qui va nous intéresser. On va parler de tous les fantasmes en général. Et donc, il va nous dire que si nous avons tous, Walid, bonsoir, si nous avons tous la possibilité d'être poète, parce qu'en fait c'est ce qu'il nous dit, c'est-à-dire qu'il dit qu'il doit y avoir une activité semblable qui nous concerne tous aussi, hein, qui nous concerne tous comme l'activité poétique, puisqu'on peut tous être poète, il faut juste faire le travail. Et Don Amin, bonsoir, il doit y avoir une activité semblable, il va dire, au mécanisme de la création, donc poétique. Et il va aller voir le jeu des enfants. Et il va faire un parallèle entre le jeu des enfants et les fantasmes des adultes. Malika, bonsoir. Et il va nous dire que les enfants, ils jouent en se basant toujours sur des éléments de la réalité. C'est-à-dire que le jeu chez les enfants n'est pas un jeu qui va s'opposer au sérieux, c'est-à-dire que l'enfant quand il joue, c'est pas qu'il n'est pas sérieux, il est tout à fait sérieux dans son jeu, mais que le jeu, en fait, il va, même s'il va prendre des éléments de la réalité, il va s'opposer à la réalité. C'est-à-dire que l'enfant ne joue jamais sans réalité, bien qu'il puisse, d'un autre côté, jouer tout seul, sans avoir besoin de quelqu'un d'autre. Par contre, donc pour
les adultes, pour l'homme mûr ou la femme mûre, donc on va dire pour les adultes, ben, pour nous, aujourd'hui, il est interdit de jouer comme nous avons pu le faire. Et chacun d'entre nous se rappellera comment, non? Il y avait un énorme plaisir à pouvoir jouer et à inventer un monde dans le monde, mais qu'aujourd'hui, cette possibilité n'existe plus. Il est interdit de jouer comme un enfant. Alors, pas encore que jouer au tennis, mais on ne peut plus jouer comme on jouait comme un enfant. Mais rappelons, et ça c'est très important, c'est-à-dire que l'homme, Freud il a découvert que l'homme, la femme, l'humain, n'abandonne jamais ce qui lui a donné du plaisir. Séverine, bonsoir. C'est-à-dire ce qui lui a donné du plaisir, il va à tout prix chercher à obtenir une satisfaction pour avoir une satisfaction de ce plaisir. Alors comme il est interdit de jouer, ben, il va trouver un autre mode de jeu. Et en fait, il va trouver les fantasmes. Et fantasmer, ça va ressembler très fort à ce que on faisait quand on était petit, quand on jouait. Donc, l'homme mûr ne renonce pas à jouer, mais il remplace le jeu par le fantasme. D'accord? C'est-à-dire qu'il va il va jouer avec son imagination, mais dans les fantasmes, on va voir que l'imagination, elle est toujours assez limitée. Alors, et une autre caractéristique qui va être importante, où il va nous dire Anne-Lise Houlard. Donc, mais pour que le jeu se transforme en fantasme, il va nous dire qu'il est nécessaire, dans tous les cas, d'abolir la réalité. Pourtant, on conseille de développer la vie fantasmatique. Ah oui? Et Olivier, qui aime bien jouer, il dit jouer et jouir. D'accord? Bon. Alors, et il dit que donc le sens du fantasme, en fait, a le même sens que le jeu de l'enfant, puisque le jeu de l'enfant avait aussi la tendance à abolir la réalité. Pourquoi? Parce que l'enfant, quand il joue, dans la majorité des cas, il joue à être grand. Dans ses jeux, il est grand, il est un adulte, il a grandi. C'est-à-dire que l'enfant, quand il est dans un autre temps, il s'imagine grand, donc il ne vit plus dans la réalité où il a 4, 5, 6, 7, 8 ans, sinon qu'il va s'imaginer grand. Et son désir, c'est son désir. Le désir des enfants, c'est de devenir grand. Et que c'est un désir qui est moral pour l'enfant, c'est-à-dire que c'est un désir que l'enfant s'autorise sans avoir besoin de se cacher. Ça, c'est une particularité, on va dire, de l'être humain, de l'enfant, c'est qu'il ne se cache pas pour jouer. Alors, il ne se montre pas non plus, mais il ne se cache pas. C'est-à-dire que si on le découvre en train de jouer tout seul dans une pièce, il ne va pas arrêter de jouer parce qu'on s'est introduit dans la pièce. Et donc, l'adulte ne renonce pas à jouer et il remplace le jeu par ses fantasmes. Et cet adulte, c'est-à-dire nous, non, nous avons peur d'avouer nos fantasmes. C'est-à-dire la différence, Carole, bonsoir, à la différence du Québec, bienvenue, à la différence de l'enfant qui ne veut pas se cacher, l'adulte cache ses fantasmes. Ça, c'est un point. Non, on va voir, est-ce que cette séance a lien avec la sexologie. Sonia, bonsoir. Dominique, c'est les fantasmes. Dominique, quelle est la différence alors entre fantasme et l'imagination? L'imagination, elle est bien plus importante que le fantasme, non? Le fantasme, c'est une construction du sujet. L'imagination, elle est, Fernande, bonsoir, universelle. Non? On doit avoir la possibilité, justement, parce que dans nos fantasmes, en général, ils sont très limités. C'est ce dont il va nous parler Freud ici. D'accord? Je connais un enfant qui ne joue pas. C'est très étrange, Alexandra. Bah oui, il y a toutes sortes de tout. Vous voyez, les êtres humains, nous avons des grandes capacités. Mais vous ne savez pas s'il ne joue pas. Non? Parce qu'il a que signifie fantasmer en amour. C'est ce qu'on va voir, Céline. Alors, Amine. Donc l'adulte, il ne renonce pas à jouer, il remplace le jeu par ses fantasmes, et cet adulte, donc on parle de nous, non, nous avons peur d'avouer nos fantasmes, c'est-à-dire nous ne nous montrons pas, et nous ne faisons pas référence, nous ne parlons pas de nos fantasmes, sauf pour ceux qui se psychanalysent, non, qui ont plus de facilité pour faire référence à leurs fantasmes. C'est-à-dire, et pourquoi ils ne parlent pas de leurs fantasmes? Parce qu'il y a des désirs dont ils ont honte. Et ça, c'est une grande différence avec les jeux des enfants. Peut-on fantasmer sur une personne? Bien sûr, Fernanda. Sandrine, bonsoir.
D'accord? Et donc, c'est la grande différence avec les jeux des enfants, c'est-à-dire que les enfants, ils n'ont pas honte de jouer. Par contre, les adultes, ils ont honte de faire référence à leurs désirs. Et en plus, il va nous dire une autre chose qui est très intéressante. Il dit, en plus, si cet adulte, il ne peut pas raconter ses fantasmes parce qu'il a honte, c'est parce qu'il croit qu'il est le seul capable de produire de fantasmes, de tels fantasmes, Nidal bonsoir. C'est-à-dire qu'il pense qu'il est le seul à produire ce genre de fantasmes, et donc il les cache aux autres. Il les cache aux autres. Bah, il n'est pas question d'aller raconter ses fantasmes à tout le monde, mais disons que dans le lieu approprié, par exemple dans une consultation de psychanalyse, on peut parler de ses fantasmes. Mais en plus, donc, non seulement il va cacher ses fantasmes aux autres hommes, sinon qu'en les cachant, ça veut dire qu'il nie l'existence des autres hommes. Parce qu'il ne peut pas attribuer aux autres ce qui lui arrive à lui. D'accord? Donc, c'est une particularité de l'être humain où il a tendance, quand il fantasme, à penser que les autres ne fantasment pas comme lui. Non? Comme disait Céline, je suis la seule à fantasmer ou il y en a d'autres qui fantasment comme moi. Non? Par exemple. Alors, avant, donc on a vu que dans le jeu des enfants, les enfants, ils jouent, ils ne se sentent pas coupables, ils n'ont pas honte, et alors que les adultes, et ça c'est très intéressant aussi, que les adultes, les fantasmes des adultes, quand on va dans une séance d'analyse par exemple, faire référence à ces fantasmes, eh bien les fantasmes ils sont accompagnés d'un non. Non, non, moi fantasmer ça, non, 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 comme une honte. Donc il y a une certaine inhibition sur les fantasmes, non? Comme s'il y avait quelque chose de coupable. Est-ce que les fantasmes sont conscients ou inconscients? Les deux, fait-il, les deux. Attendez, une seconde. Si c'est si libérateur de les assumer, ça nous rapproche d'une humanité commune. Alors, effectivement, non? C'est-à-dire que nous devenons tous des humains et que les autres fantasment tout comme nous. Donc il disait que les fantasmes des adultes sont accompagnés d'un non, non, moi, non, d'une honte, d'une inhibition et d'un sentiment, non, d'un sentiment de culpabilité. Alors on peut se poser la question, qu'est-ce qu'il y a de si honteux dans ces fantasmes? Pourquoi ils sont si honteux? Dur de parler ouvertement, en psychanalyse, la honte en est une raison. Alors on avait vu que la honte, non, c'est un barrage de la sexualité infantile, c'est quelque chose qui appartient à l'enfance. Donc après, l'adulte, il sait qu'il a des désirs sexuels, qu'il a tout type de désirs sexuels, non? Et il va dire qu'il n'y a pas beaucoup de fantasmes, qu'en fait, on fantasme tous la même chose. Et il dit qu'il y a 3 grands types de fantasmes. Alors après, chacun va mettre le fantasme dans un décor différent, avec des personnages différents, etc. Mais il dit qu'il y a 3 grands types de fantasmes. Il y a les fantasmes érotiques, les fantasmes égoïstes et les fantasmes ambitieux. En quoi les fantasmes sont limités? Parce qu'on se fait toujours le même film, hein, Juliana, non? On fait toujours le même film. On n'est pas très créatif dans nos fantasmes. Et ce qu'il a découvert, donc il a ces 3 grands types de fantasmes, les érotiques, les égoïstes et les ambitieux. Et ce qu'il a découvert, c'est que chez la femme, alors quand on parle de femme, on ne parle pas obligatoirement d'une anatomie spécifique, sinon d'une position, non, que le fantasme érotique se manifeste directement. Alors que chez l'homme, le fantasme érotique va se manifester aussi, mais il va passer par d'autres étapes. On peut ne pas avoir de fantasme tout simplement. On devrait ne pas utiliser le fantasme et travailler pour obtenir des satisfactions sans avoir besoin d'utiliser les fantasmes, effectivement. Donc, et il va nous dire que quand la femme parle de ses fantasmes, donc la majorité des fois, ces fantasmes sont érotiques. Hein. Par contre, quand lui, il raconte ses fantasmes à première vue, donc la première apparence, non, la première information qu'il nous donne, c'est que ce sont des fantasmes égoïstes, ambitieux, avec le rêve du sommeil.
il y a une relation, oui, puisqu'il y a une réalisation de désir. Non, donc, lui, il va tendre en fait, non, avec ce détournement pour arriver au fantasme érotique, il va passer par le fantasme égoïste ou le fantasme ambitieux, où en fait il va, dans ses fantasmes, augmenter sa personnalité, il va fantasmer des choses où en fait qui vont être à son propre bénéfice, d'accord, des choses égoïstes, et c'est-à-dire les désirs de compétition, de concurrence, de production sociale, de guerre, de domination. Mais ce qu'il va dire, c'est que ce parcours érotique de l'homme, non, héroïque, bah oui, c'est aussi érotique, mais en fait, il est héroïque, non, ce que lui, il présente comme fantasme héroïque de l'homme, qu'il veut conquérir, donc avec son égoïsme et avec son ambition, le monde. Voilà le fantasme, non, un fantasme, on va dire, de l'homme. Et il dit qu'il est toujours, dans tous les cas, pour un but érotique. C'est-à-dire que tout ce que lui, il va fantasmer, c'est toujours pour une femme. C'est toujours, enfin pour une femme ou pour un homme, peu importe, mais disons que c'est toujours pour offrir le butin. C'est-à-dire ce qu'il va conquérir, c'est pour l'offrir à quelqu'un. Vous vous rappelez qu'on disait toujours que tout ce qu'on fait, c'est toujours pour quelqu'un. Ben là, c'est très manifeste, dans le sens où le butin qu'il va avoir, c'est pour pouvoir l'offrir, le triomphe, l'honneur, écrire un poème, il va le faire pour elle ou pour lui. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va être fait pour un fantasme érotique, c'est-à-dire un autre. Non, le fantasme érotique, ça veut dire que ça va être fait pour un autre et avec bien évidemment des désirs érotiques. Donc, il dit, la femme n'aurait pas besoin de faire de détour, elle y va directement. Par contre, elle a des difficultés à les exprimer, ces fantasmes, il dit. Alors que l'homme, il a besoin, pour exprimer ses fantasmes érotiques, il a besoin de faire un détour et de passer sur d'autres types de fantasmes. Et pourquoi tellement de honte pour un fantasme, pourquoi tellement de honte? Et il y a une information qui est très intéressante. Tout ce qu'on est et pour tout ce qu'on fait. Tout ce qu'on fait, c'est pour quelqu'un. Il y a toujours, même si c'est quelqu'un qui n'existe plus, ou qui n'existe pas, ou quelqu'un qui est dans notre tête. Bénisse, bonsoir. Donc, il va dire, c'est parce que ce qui arrive au sujet avec ces fantasmes, c'est que le sujet pense que ces fantasmes, c'est ce qui lui arrive. Que ce sont des idées qui sont en lui. C'est pour ça qu'il a honte. C'est pas qu'il dit, oui, moi j'ai ce fantasme, je me fais ce film. Ça ne veut pas dire que je vais passer à l'action, ni ça n'a rien à voir avec moi. Ou que ça a à voir avec moi, tout comme ça a à voir à tous les êtres humains. Tous les êtres humains ont des désirs hostiles, tous les êtres humains ont des désirs sexuels, de tout type, de tout genre, mais que être capable de les tolérer, ça va être quelque chose qui est en relation, donc, avec notre morale. Parce que la honte, tout ça, l'inhibition, tout ça, c'est en relation avec notre morale. Donc, on va dire que dans le fantasme, donc, il se réalise un désir, mais le désir qui se réalise est toujours virtuel. Je vais imaginer que je vais rencontrer le prince charmant. Donc, mais tout ça, je me fais mon film, d'accord, de mon prince charmant, mais tout ça, c'est virtuel. Et virtuel, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'égratignure, je n'écoute pas le son de sa voix, c'est-à-dire qu'il va me dire exactement ce que j'attends qu'il me dise. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'apprentissage, il n'y a pas d'expérience avec le fantasme, il n'y a pas de vécu, il n'y a pas de construction pour moi, non, pour chaque sujet, donc je fais ce film, non, mais sans aucun apprentissage. Et Freud y va à partir de là, donc après nous avoir parlé un petit peu de des fantasmes, Salma, bonsoir, il va nous amener sur le terrain de la poésie. Alors, qu'est-ce qu'on fait là? On était en train de parler des fantasmes érotiques, égoïstes et ambitieux. Et bien Freud, il va nous amener pas du concret. Mais c'est plus que, c'est pas seulement que pas du concret, sinon qu'il n'y a pas de transformation, Amina, il n'y a pas de transformation dans la réalité, il n'y a pas d'intervention dans la réalité. Non, il n'y a rien du tout, c'est rien du tout, c'est quelque chose qui est uniquement psychique et qui, donc, va servir au sujet à satisfaire certaines tendances qu'il n'est pas capable de satisfaire dans la réalité. Michel, bonsoir.
les fantasmes seraient une façon d'être coupé de soi d'une certaine façon. Pourquoi d'être coupé de soi? Au contraire, on est complètement rien qu'avec nous-mêmes. Non, que le fantasme, les autres n'existent pas, puisqu'en plus on a vu qu'on ne peut pas imaginer que les autres ils fantasment aussi tout comme nous, qu'ils ont des fantasmes érotiques comme nous, qu'ils ont qu'ils ont des fantasmes ambitieux, qu'ils veulent conquérir le monde, qu'ils veulent changer le monde, et que tous ces fantasmes qui appartiennent à tous les êtres humains. Donc fantasmer, c'est être à côté de la réalité. Si vous voulez. C'est-à-dire, c'est ne pas être dans la réalité. C'est s'échapper de la réalité. Donc, Freud va nous amener couper du sujet conscient. Alors, on va dire couper du sujet conscient. Donc, il y a une partie, bien que parfois, Olivier aussi, on va voir qu'on ne se rappelle, on peut dire de quoi on a fantasmé. Donc, tous les fantasmes ne sont pas inconscients. Il y a des fantasmes qui sont conscients. Est-ce que lorsque le fantasme, quand il est réalisé dans la réalité, meurt, il va se transformer, il va pas mourir, il va se transformer. Non, il va se transformer. Bien sûr que quand le fantasme... Parce qu'il y a des fantasmes, effectivement, où on a tendance, par exemple, à devancer, j'ai un rendez-vous, et donc je commence à imaginer, à fantasmer ce qui va passer sur le... Donc, mais c'est quelque chose qui est en relation avec la réalité. Non, c'est pas un film où je rêve de mon prince charmant alors que je ne connais aucun homme, par exemple. Non, ou c'est quelque chose qui est monté sur... Il n'y a aucun point de la réalité qui va souligner. Une autre chose, c'est devancer les événements et imaginer la conversation que je vais avoir, puisque j'ai rendez-vous. Non, ça c'est un petit peu différent. Il y a des éléments de la réalité qui sont dans mon fantasme. Je ne vais pas imaginer n'importe quoi. Donc après le rendez-vous, le fantasme, c'est pas exactement un fantasme, on va dire, c'est une précipitation. Donc Freud va nous amener sur le terrain de la poésie, parce qu'il va nous parler de la poésie et de l'art en général, comme quoi c'est un élément qui va nous permettre de concilier les deux mondes. Donc le monde de la réalité et le monde du désir, c'est-à-dire les fantasmes et le monde du désir. L'art va réussir à concilier, on va dire, les deux principes par un chemin tout à fait particulier. Donc on va dire que c'est la sublimation qui va être, donc d'un côté on a le jeu des enfants, et en fait on devrait, comme nous n'allons pas renoncer à jouer, nous pouvons passer à la sublimation, qui est un autre type de jeu, on va dire de satisfaction, de produire quelque chose dans la réalité. Et quand on va parler de l'art, ou qu'on va parler de la production artistique en général, donc c'est une production qui devient sociale. Il dit que l'artiste, en général, Freud il a commencé en disant « nous sommes tous artistes, nous sommes tous poètes ». Mais il y en a qui travaillent pour leurs poètes et il y en a qui ne travaillent pas pour leurs poètes. Ça va être la grande différence entre les uns et les autres. Puisque, en fait, il va dire que l'artiste, c'est-à-dire nous, à l'origine, l'homme, il va en fait, parce qu'avec l'art, on va s'éloigner de la réalité. Là, on va utiliser l'imagination. Et ce sont des mécanismes de défense. Non, c'est pas exactement des mécanismes de défense, non? On va dire que parce que c'est pas un symptôme, donc c'est pas un mécanisme de défense. Sinon qu'on va s'éloigner de la réalité parce que nous ne nous résignons pas à accepter que nous devons renoncer à certaines satisfactions. Parce que celui qui va fantasmer, c'est parce qu'on lui a interdit telle chose. Donc il va commencer à fantasmer justement avec ce qui est interdit. Alors que ce qu'on appelle l'artiste, c'est-à-dire chacun d'entre nous, on ne va pas se résigner à accepter qu'il y a quelque chose qui est interdit. On va dire non, je vais réussir à obtenir une satisfaction quand même. C'est-à-dire que je vais obtenir une satisfaction, mais de quoi? De la pulsion. Donc c'est pas de l'ordre de la conscience, pas du tout. Et en fait, il dit que l'artiste, le poète, ou celui qui va faire le travail pour créer quelque chose, en fait, il va produire des qualités spécifiques. Donc lui, il a des qualités spécifiques qu'il va mettre en marche, pour peindre, pour faire du cinéma, pour inventer quelque chose de nouveau. Et qu'en fait, ces spécificités sont admises par tous les êtres humains. Quand vous allez voir, par exemple, un film de Frank Capra, il a fait un film qui est magnifique, qui s'appelle Les secrets de la vie.
C'est un film en noir et blanc, mais c'est un film magnifique, où il a imaginé toute une histoire, et en fait, où il a été satisfaire des tendances qui, lui, dans la réalité, peut pas satisfaire, mais il les a satisfaits dans son film. Et on voit très clairement, et c'est pour ça que quand on va voir le film, il va nous arriver la même chose qu'il est arrivé à l'artiste, c'est-à-dire que nous allons avoir cette même satisfaction que lui, il a pu avoir en réalisant ce film. Donc, on disait que ce sont donc des caractéristiques, Daniel, bonsoir, des caractéristiques qui sont donc admises par tous les êtres humains. Par tous, ça n'existe pas, non, on dit psychanalyse pour tous, mais vous voyez que tout le monde ne s'intéresse pas. Donc tout ça n'existe pas, Rekia, bonsoir, mais où en fait quand il va produire, parce que la satisfaction aussi, c'est de pouvoir réaliser certains désirs dans la réalité, et en plus avec cette nouvelle production, en fait, l'être humain, il va se sentir comme un héros, comme un roi, comme un créateur, comme un amant extraordinaire. C'est-à-dire qu'il y a, Sarah, bonsoir, il y a une grande satisfaction pour celui qui fait des productions, qui participe à des productions artistiques. C'est-à-dire que qui sont bien évidemment, on ne va pas produire des choses que la société je veux dire qu'il y a dans la production artistique, il y a toujours un petit peu des limites, bien que Mallarmé, Stéphane Mallarmé, il disait que pour produire un grand homme, pour produire un grand artiste, ce grand artiste, en fait, il va jamais être soutenu par l'État. Il va jamais être soutenu par le pouvoir. C'est-à-dire que l'artiste va toujours devoir, les grands artistes vont toujours devoir travailler en parallèle, on va dire, avec l'État. Les fantasmes sexuels sont par définition anormaux. Alors oui, non, les fantasmes sexuels sont tout à fait normaux, en fait. C'est le plus courant du monde. Et donc les fantasmes sexuels, il y a des désirs sexuels, mais nous sommes nés en ayant des désirs sexuels dès la plus jeune enfance, et nous allons avoir des désirs sexuels jusqu'à la mort, en fait, et jusqu'à la mort. Le désir sexuel va mourir avec nous quand nous mourrons. Bon. Donc, parce qu'en fait, ce que le peintre, le cinéaste, le chanteur, le poète vont obtenir, il y a des artistes comme ça qui se croyaient Dieu, parce qu'ils étaient capables, par exemple, il y avait une surdimension à l'activité, parce qu'en fait, c'est pour ça que nous sommes tous égaux dans le sens où nous avons tous cette possibilité-là. Vous avez dit que l'homme transforme le fantasme. Pouvez-vous nous expliquer comment l'homme transforme ce fantasme? Il ne transforme pas ses fantasmes, sinon qu'il a des fantasmes, il fait un détour. Pour arriver au fantasme érotique, il va passer, il a besoin de faire ça pour quelqu'un, il a besoin de réaliser d'autres types de fantasmes. Donc, et que l'artiste, on va appeler l'artiste pour tous ceux qui produisent quelque chose qui peut être utile, qui peut servir, on va dire, à d'autres personnes. Par exemple, oui, mais bon, c'est un ancien, Aujourd'hui, il y a de nouveaux artistes. Donc, au lieu de transformer le monde, qui est une chose complètement impossible aujourd'hui, il peut donner, il va avoir cette même satisfaction puisqu'il a une activité qui va produire quelque chose de nouveau. Parce que l'artiste, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il produit quelque chose de nouveau, avec de nouvelles valeurs. Rappelez-vous les surréalistes, par exemple. Les surréalistes, ils ont produit, grâce à la psychanalyse et grâce à la découverte de l'inconscient de Freud, ils ont produit tout type de manifestations artistiques. Hyper intéressant, Alissara. Donc, tu peux nous expliquer la chaîne de désir jusqu'à l'acte et qui contrôle l'autre? Non, il n'y a pas d'acte, justement, dans le fantasme. L'art est aussi un acte politique. Et l'acte est un acte. L'art est un acte engagé. D'ailleurs, un art qui n'est pas engagé, on peut se poser la question et dire, c'est joli, mais ce n'est pas engagé. Si ce n'est pas social, s'il n'y a pas une position sociale de l'artiste, un acte politique dans le sens où c'est social, dans ce sens-là, et que c'est engagé. Alors engagé, ça ne veut pas dire ni à droite ni à gauche, sinon que ça veut dire qu'il y a une position dans la société. Il y a une position dans la société. L'artiste va montrer
comment, quelle est sa position dans la société. Il va montrer en fait comment il pense le monde, hein, comment il pense la civilisation dans laquelle il vit, comment il voit cette civilisation, non, dans les... Tiens, j'ai lu un texte qui était vachement intéressant, je vais vous donner le titre, qui s'appelle Le scientifique rebelle. Le scientifique rebelle, c'est un livre de Freeman Dyson. Freeman Dyson, le scientifique rebelle. C'est un texte qui est très intéressant. Où justement, donc, il a fait son écrit, non, il a produit une nouveauté, il a produit de nouvelles idées. Parce que ce qui est intéressant de pouvoir produire comme Freud. Freud, c'est un grand artiste. Non, c'était un scientifique, mais c'est un grand artiste qui a produit quelque chose de tout à fait nouveau. Donc, et donc, ces artistes, on va les appeler ces artistes, bien qu'il s'agisse de nous tous, ils y arrivent en fait parce que les autres sont dans la même situation. C'est-à-dire que les autres aussi veulent obtenir la même satisfaction que lui, parce qu'ils sont dans la même insatisfaction. Non, quand je vous donnais l'exemple du film de Capra, non, Les secrets de la vie, c'est-à-dire que là, il va montrer dans le film certaines choses qu'il a découvertes dans la vie, il va le remontrer, mais dans le film, il va le mettre comme si c'était un fantasme. Non, quelque chose d'impossible, je veux dire. Dans le film, c'est quelque chose d'impossible qu'on ne va jamais trouver dans la réalité, mais là, il l'a rendu réel parce qu'il l'a fabriqué dans le film. Non, et donc, en fait, quand on va voir une œuvre d'art, on va avoir la même satisfaction, puisqu'en fait, lui, il a réussi, l'artiste, à se satisfaire, non, en renonçant à ce qui était imposé par la réalité. L'impossibilité dans la réalité, il disait, ah, c'est impossible dans la réalité, moi je le fais quand même. Hein. Donc, et la satisfaction, en fait, la véritable satisfaction, c'est la substitution dans l'appareil psychique, c'est la substitution du principe de plaisir par le principe de réalité, puisqu'il y a un produit, non ? Donc, puisqu'il y a un produit qui a été formé, alors que le principe de plaisir, ça va être fantasmé. Donc, je ne produis rien, je fantasme. Et ce qu'il va dire, c'est que justement, il dit que quand quelqu'un vous raconte ce fantasme, c'est pas très séduisant. Non, que c'est des désirs qui ne sont pas tout à fait séduisants quand il ose en plus en parler. Par contre, quand le poète nous montre comment il a joué avec les mots, comment il a réussi avec une tournure tout à fait particulière, non, de présenter ses personnages, de présenter son histoire, non, de présenter en fait ses rêves diurnes, hein, et ben nous allons sentir un plaisir élevé justement qui va venir de différentes sources de notre appareil. Il va nous dire que ça vient de différentes sources de notre appareil, cette satisfaction que nous allons trouver. Donc, et une des satisfactions que nous allons découvrir, c'est parce que comme ce film de Capra que j'ai justement vu cette semaine, non, où j'ai senti que j'aurais bien aimé faire ce film. Non, dans ce sens-là, moi aussi j'aurais bien aimé. Mais le fait, c'est pour ça qu'on va voir que dans l'art, il y a aussi cette possibilité de pouvoir, on n'est pas obligé de le faire pour en jouir. Le fait de pouvoir regarder le film, le fait de pouvoir regarder une œuvre d'art. Alors bien sûr, il faut parler des grands artistes. Non, il faut parler évidemment que les grands artistes, parce que les grands artistes, les artistes universels, et les artistes universels, ils touchent tout le monde. Ils ont cette capacité de toucher tout le monde, qu'on le veuille ou non. Alors bien sûr, il y a une part de marketing, vous allez dire, qui intervient, d'accord. Mais même sans cette part de marketing, ou sans penser à l'influence du marketing, il y a des choses comme ça qui nous touchent parce qu'ils sont en relation donc avec nos propres fantasmes. Alors, Amina dit, comment les fantasmes et le fait d'être artistique et poétique est lié. Je suis en train de vous l'expliquer, Amina. Qu'est-ce que vous faites? Vous n'écoutez pas? Donc, c'est la manière, c'est-à-dire que le sujet, non, quand il est enfant, il va jouer. Pourquoi? Pour s'éloigner de la réalité et transformer, parce que l'enfant, il en a marre d'être petit, qu'on lui dise sans arrêt ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire, et de quoi il rêve. Il rêve de devenir grand pour qu'on arrête de lui dire ce qu'il a à faire. Et donc, il rêve, il est la maman et il va jouer avec les marionnettes pour leur dire « Toi, tu vas faire ça » et il joue à être grand. Et qu'est-ce qu'il fait l'artiste? La même chose. La même chose, mais avec une intervention dans la réalité. Alors que celui qui fantasme, il va faire la même chose, il va aller se satisfaire non, sur des choses où on lui dit « Non, c'est pas possible, tu peux pas » et tout ça. Lui, il va faire son film.
d'accord? Mais il ne va pas laisser de traces. Ça ne va pas laisser de traces, le fantasme. Alors que l'intervention artistique va laisser des traces. Alors après, vous allez dire, bon, chacun va laisser des traces de façon différente. Après, il y a des gens, des artistes qui travaillent énormément. Il y a des gens qui vont donner leur vie pour leur art. Donc, qui vont travailler beaucoup, qui vont, parce que l'art, c'est pas simplement comme le faisait l'enfant, où en fait, il était... sa matière première pour fabriquer ses jeux, c'était les désirs des enfants, comme nous les avons tous. Tandis que le désir de l'adulte, pour qu'il puisse toucher de façon universelle, l'imaginaire universel, plaire à tout le monde, ben, il va falloir qu'il apprenne à savoir dans quel monde il vit pour pouvoir toucher tout le monde. Il faut savoir dans quel monde nous vivons. Quelles sont les grandes lignes? Non, c'est pour ça connaître l'histoire, connaître, ben oui, apprendre, savoir dans quel monde nous vivons. Donc non seulement dans l'actualité, mais aussi dans ce qui s'est passé dans l'histoire. Quelle est la conséquence d'avouer ces fantasmes? En psychanalyse, ben, elles sont nombreuses, Walid. Je comprends mieux la merci, je vous en prie, Amina. Une petite déconnexion. Ok, donc c'est pas avouer ces fantasmes, non, c'est parler de ces fantasmes. Parce qu'en fait, ces fantasmes, c'est un film qu'on se fait. Et quand on transforme le film et on l'en fait passer par des mots, c'est quelque chose de complètement différent d'être capable de faire passer par des mots, non? Donc, et on n'a pas besoin de passer aux actes. Non, il ne s'agit pas de passer aux actes. Il s'agit de mettre des mots sur certains fantasmes. Picasso a beaucoup travaillé, exactement, Serge. Picasso était un énorme travailleur. Il a laissé une quantité d'œuvres impressionnantes. Il y a des musées de Picasso dans le monde entier. Pourquoi cette honte et culpabilité à fantasmer chez l'adulte? Féti, on a fait référence. Parce qu'il a des désirs dont il a honte. La cure permet de passer à l'action. Non, non. Et de ne pas rester dans sa tête. Non, non. Ou y a-t-il des personnes qui restent... Non, parce que ça, c'est penser. Que ce que je fantasme, c'est ce que j'ai envie de vivre. Non, non. Non. Fantasmer, c'est... Si je rêve d'avoir mon prince charmant, ça ne veut pas dire que si demain mon prince charmant il se présente, et je vais le recevoir à bras ouverts. Non, non, non. Non, c'est un film que je me fais pour satisfaire des tendances. Mais dans la réalité, il faut passer, il faut transformer la réalité, et puis je vais me retrouver pas avec un prince charmant, avec un être humain. D'accord? Donc obligatoirement, ça ne va rien avoir. Mais on a dit qu'on fantasme parce qu'on n'a pas la satisfaction dans la réalité. Le fantasme sont d'ordre inconscient. Oui. Pouvons-nous les exprimer ou sont-ils transformés par le langage? Donc on va voir qu'il y a des fantasmes qui sont inconscients et des fantasmes qui sont conscients. Les fantasmes inconscients, il va falloir une interprétation pour les connaître, pour savoir ce qui se cache. C'est-à-dire qu'il va falloir parler, puis on va interpréter le fantasme qu'il peut y avoir inconscient du sujet, et qui n'est pas obligatoirement rien à voir avec le fantasme conscient, bien évidemment. D'accord? Donc, mais exactement, il va y avoir une transformation parce que on ne va pas passer à l'acte en disant voilà, je fantasme que, puis moi j'aimerais bien pouvoir le vivre. Non. Non, il ne s'agit pas de ça. Que le film que nous faisons, c'est le fantasme, c'est une mise en scène, exactement. C'est une mise en scène, une pièce de théâtre, tu te fais ton théâtre, tu te fais ton film. Non? Comment tu te fais ton film, là, ça n'a rien à voir avec la réalité. C'est pour ça que c'est très important. Et l'artiste, le travail que l'artiste doit faire, c'est savoir apprendre et savoir dans quel monde il vit. Dans une relation, est-ce qu'on est obligé de savoir les fantasmes érotiques du partenaire? Non, ce n'est pas nécessaire. Non, on peut en parler, mais dans ces cas-là, et je veux dire, parce qu'il y a des fantasmes érotiques qui ne sont pas exactement des fantasmes. S'ils peuvent en parler, c'est pas exactement des fantasmes, parce que justement, c'est quand on va passer à l'action, non, avec le partenaire. On va dire, les fantasmes, c'est des choses qu'on va cacher, qu'on va dire, non, j'ai honte. D'accord? Donc, c'est pas exactement la même chose, non? C'est un peu différent. Une autre chose, c'est d'imaginer, d'avoir une relation en disant, et tiens, si on invitait la voisine pour venir avec nous. Mais ça c'est c'est un fantasme, mais c'est possible. Non? En général, les fantasmes érotiques, c'est pas possible. C'est des choses complètement imaginaires qui sont très loin de la réalité. Et il va nous parler, donc il va dire... Pourquoi nous ne sommes pas tous poètes? Pourquoi nous n'avons pas tous... Alors pour être poète, bien évidemment, il faut beaucoup lire. Non, tous les grands poètes sont de grands lecteurs. Il faut commencer à lire, non, et
pouvoir lire. Tous les grands artistes, non, ils avaient beaucoup de relations avec les autres artistes, ils s'imbibaient de l'art en général, non? Et si on ne réalise pas nos fantasmes, ben on reste dans une réalité virtuelle. Mais nos fantasmes, ils ne sont pas là pour être réalisés, il faut réaliser d'autres choses, non? Dans la réalité, il faut réaliser d'autres choses. Donc, pour continuer avec ce point sur la poésie qui est très intéressante, parce que il va dire qu'il y a un point, donc bien évidemment c'est un point qui est inconscient, puisqu'en fait il va nous l'interpréter en chacun de nous. Et il va faire référence à cette technique, ce qui veut dire comment font les poètes pour réussir dans un petit poème, dans quelques lignes, à nous émouvoir autant, ou à nous faire pleurer, ou à transmettre ce qu'ils transmettent. Donc, et donc il va nous expliquer, il va nous dire qu'il y a un point de la technique qui est important et que lui, il a interprété. Et il a dit qu'en fait, dans la technique, il faut être capable de dépasser la répugnance qui est en relation avec la barrière qui se hausse entre le moi et les autres, entre chaque moi et les autres. C'est-à-dire que nous avons, les êtres humains, une certaine répugnance pour les autres. Et nous avons une certaine répugnance pour les autres parce que ou ils étaient là avant nous, ou ils vont être là après nous, non, selon la chronologie. Et ils nous rappellent, dans tous les cas, ils nous rappellent que nous sommes mortels. Donc nous avons une certaine répugnance. En plus, ils sont différents de nous. Alors, nous avons une certaine répugnance. Et il dit que cette répugnance que nous pouvons avoir pour les autres, ben, ça fait un grand inconvénient pour pouvoir écrire. C'est-à-dire que pour pouvoir écrire, parce qu'on écrit toujours pour quelqu'un, donc pour pouvoir écrire, ben, il faut réussir à dépasser cette répugnance et pour pouvoir montrer ce qu'on a écrit, pour penser que l'autre existe. Parce que nous avons des difficultés à penser que l'autre existe. La répugnance. Olivier, d'accord? Youpi. D'accord? Et donc, c'est cette répugnance qui me sépare des autres. La répugnance que je peux avoir. Alors, la répugnance, c'est pas un sentiment que je vais sentir, c'est une interprétation de Freud, non? Et qui va, si j'arrive à dépasser cette répugnance, je peux, non? Il peut y avoir lieu l'acte poétique, on va dire. L'acte poétique peut avoir lieu si on dépasse. Alors, on va faire la lecture d'une façon un peu plus psychanalytique, c'est-à-dire que si j'arrive à l'acte poétique, ça veut dire que j'ai dépassé la répugnance face aux autres. Non? Et on va dire, quand on dit l'acte poétique, on dit toutes les activités artistiques en général. Bon alors, c'est quelque chose, la répugnance vis-à-vis des autres, c'est quelque chose qui n'est jamais vraiment gagné. Non, en plus, des fois, on arrive à ne pas la manifester quelque part dans la production artistique, mais elle va apparaître ailleurs, non? Je veux dire que ce qui nous, Gada, bonsoir, ce qui va nous montrer, et qui est très intéressant, c'est que nous avons une certaine répugnance vis-à-vis de nos semblables, vis-à-vis de ces autres qui vivent comme nous, qui ont les mêmes fantasmes que nous, qui ont joué à vouloir être grands comme nous. Non, il y a plein de choses où nous avons en commun, alors bien sûr chacun d'une façon tout à fait particulière, mais nous avons plein de choses en commun, et c'est pour ça qu'il y a une certaine répugnance vis-à-vis des autres. Alors vous voyez, ça c'est quelque chose qui est très intéressant. Donc, chers amis, nous sommes arrivés à la fin de ce Psychanalyse pour tous, et nous sommes arrivés aussi à la fin de cet espace. Donc, nous sommes le 11 juillet, d'accord? Cette semaine, c'est la fête nationale en France. Donc, nous voyons, c'est les vacances, je veux dire. Le 14 juillet, c'est les vacances et les feux d'artifice. Donc, on va s'arrêter là. On reprendra bien évidemment en septembre. Donc, vous pouvez aimer cette page pour être sûr d'être informé dès que l'activité va reprendre. De toute façon, moi, je reste là. Donc, l'activité va continuer. D'ailleurs, mardi prochain, pour ceux qui sont intéressés, il y a un cours qui est très intéressant, qui s'appelle La vie à deux, qui est un cours très intéressant parce que c'est vraiment aussi un psychanalyse pour tous, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose de théorique, c'est pas quelque chose qui va rentrer dans la théorie psychanalytique, sinon que ce sont les conséquences, on va dire, les conséquences de la découverte de cet être humain que nous sommes, de cette répugnance que nous pouvons avoir pour les autres, non, tout ce qui nous a
tout ce qu'on a vu un petit peu aujourd'hui, ce qu'on a vu tout au long de l'année, et que tous ces éléments, ben, ça va être des éléments qui vont nous permettre de pouvoir penser l'amour d'une façon différente. Bon, merci à tous. Merci à tous. Donc, on continue. Bonsoir Paola. Bonnes vacances Dominique. Donc, merci à vous. Et donc, j'espère en rencontrer quelques-uns sur ce cours où on va continuer donc au mois de juillet et on va en mettre un autre en place d'ailleurs pour tous les professionnels de la santé. Principalement pour tous les professionnels de la santé. Walid Mokran, bonnes vacances. Merci à vous. Donc Sabrina, Carlos, Martine, pour votre engagement. Merci. Et Sabrina, Myriam, donc bonne continuation. Belles vacances à vous aussi. Donc pour ceux qui en ont, donc on va s'échapper un petit peu, bien évidemment. Non, on va pouvoir aller s'échapper un petit peu de nos activités, mais il ne faut pas tout lâcher, parce que quand on lâche tout après pour reprendre, c'est terrible, parce que la machine, l'être humain, il va s'oxyder super rapidement. Donc Salma, au revoir. Marilyn, bonsoir. Dominique, bonsoir. Chasse, merci à vous. Donc on continue en septembre de toute façon, et suivez la page pour être informé de ces nombreuses activités que nous allons continuer à mettre en place pendant l'été. Venez-vous en France, je vais faire un tour en France. Oui, Annie, je vais aller faire un tour en France. Je vais aller dire bonjour à certains Français. Allez, bonne continuation et à la prochaine fois. De toute façon, vous pouvez m'écrire, je suis là. Moi, je continue mes activités, même si je vais m'échapper un petit peu. Allez, bonne continuation et à très bientôt. Au revoir. Au revoir, merci. Ciao.